Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Bordeaux, aux assises du Douglas, enfin pas forcément dans la construction, du Douglas en général. Et avec moi, j'ai une coopérative, CFBL. Monsieur C, bonjour, Lionel C. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes le directeur général de cette coopérative et on reviendra après, vous nous ferez une présentation. Et monsieur Michel Moulin, vous êtes le directeur technique de la coopérative. Oui, bonjour monsieur, tout particulièrement en charge de tout ce qui est services forestiers, travaux de sylviculture à la coopérative. Voilà, donc on va voir ce que vous faites et ce que vous développez. Monsieur C, faites-nous une présentation s'il vous plaît. Alors CFBL est une coopérative de propriétaires forestiers. C'est un certain nombre de propriétaires forestiers qui se sont réunis pour réaliser des travaux forestiers et gérer leurs forêts et vendre les bois. La grosse particularité de CFBL, c'est qu'elle est assise sur le Massif central. C'est la réunion de 14 000 propriétaires forestiers représentant environ 140 000 hectares de forêt. Et ces propriétaires forestiers, étant sur le Massif central, sont particulièrement motivés par le Douglas parce que c'est une essence qui contribue très très fortement à leurs revenus et au développement de leur exploitation forestière. Aujourd'hui, sur ces 140 000 hectares, on a combien de Douglas? Est-ce qu'on sait à peu près combien de Douglas déjà plantés? Alors sur ces 140 000 hectares, on a environ un tiers de la surface qui est une surface en Douglas. Mais en termes de revenus, c'est beaucoup plus. Et en termes d'investissement, c'est beaucoup plus. Puisque le Douglas est une essence qui nécessite des soins. Alors que lorsque vous êtes sur des peuplements plus classiques, les investissements sont beaucoup moins importants. Ça nécessite des soins, mais ça a une rentabilité et un apport au territoire beaucoup plus important. Quels soins on va donner au Douglas? Pardon? C'est quoi les soins? Alors les soins, c'est dès le départ choisir la bonne origine de Douglas, la bonne graine, le bon plan, de favoriser son développement, puisque sur effectivement les plantations, le Douglas pousse, mais il faut s'assurer qu'il ne soit pas gêné par la végétation concurrente. Donc on a tous les soins en termes de préparation de sol pour le reboisement, les entretenir, et puis petit à petit les éclaircir pour les faire grossir. Sachant que dans la première vie d'un peuplement, on travaille surtout sous sa forme et que derrière, on va le faire grossir. C'est l'homme qui va le permettre de le faire grossir pour pouvoir produire des poids qui sont adaptés au marché, qui trouvent preneur auprès des industriels du bois. Alors, vous avez écrit un petit ouvrage qui s'appelle Le Douglas, une chance pour la France et les sylviculteurs, ouvrage que je montre à la caméra. Pourquoi une chance pour la France ? Alors, le Douglas, aujourd'hui, on a vu, la France est le premier producteur de Douglas en Europe et sur un matériau qui a beaucoup de qualité, de durabilité et de résistance mécanique et qui pousse vite et qui est très bien adapté à nos territoires. Le territoire du Massif central, donc de la Bourgogne jusqu'au Limousin en passant par le Beaujolais, la Saône-et-Loire et autres. Voilà. Et qui permet donc aux propriétaires de valoriser leurs parcelles. Monsieur C, sur cette chance pour la France, faites-nous un petit historique, parce qu'il y a eu, en fait, on a dit qu'il y a eu une première chance et une deuxième chance. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le Massif central, il y a eu un certain nombre il y a eu les deux guerres mondiales, et à chaque fois, il y a eu un exode rural très très fort. Et l'exode rural a souvent été suivi par, quelques années ou quelques décennies plus tard, par le boisement des fermes. Et les premières fermes ont été reboisées en pin, ensuite en épicéa, qui ont donné des résultats moyens, mitigés. Et puis après, à partir des années 70, il y a eu les plantations de Douglas. Et les plantations de Douglas, ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que le Douglas était un arbre particulièrement bien adapté au Massif central, à l'arène granitique, donc au substrat qui existait, et au climat. Et d'autre part, le Douglas a l'avantage de pousser relativement vite et donc de pouvoir procurer des revenus aux propriétaires forestiers assez vite et de contribuer à l'économie locale très rapidement. Parce que comme c'était un bon bois, les scieries se sont mis à scier le Douglas, qui était différent de l'épicéa ou du pin qu'on avait dans le nord, et donc d'avoir une valeur ajoutée qui était intéressante sur le territoire.
D'accord, donc valeur ajoutée sur le territoire. Aujourd'hui, on en est où avec le Douglas? Et quelle est sa chance aujourd'hui? Est-ce qu'on en plante suffisamment? Est-ce qu'on arrive bien à le développer, à le valoriser? Comment ça se passe? Est-ce que tout est beau dans le meilleur des mondes? Ou est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Aujourd'hui, on gère une richesse qui est issue finalement, comme disait Lionel, à tous les reboisements qui ont eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale, notamment avec l'aide du Fonds forestier national. Donc on a une richesse dans les mains. Et donc on l'exploite progressivement. Mais très concrètement, aujourd'hui, on ne plante pas assez. Pour faire simple, selon les territoires, on plante 3 à 4 fois moins de plants qu'on en plantait dans les années 80. Donc ce qui veut dire qu'on a un risque à plus ou moins longue échéance d'avoir une ressource qui diminuera. Qu'est-ce qui explique le fait qu'on en plante moins aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous mettez en place? Parce que j'imagine que c'est quelque chose que vous y réfléchissez. Qu'est-ce qu'on met en place pour inverser la tendance? L'investissement forestier est un investissement de long terme. C'est quand on parle effectivement de Douglas, on investit pour 50 ans. Et aujourd'hui, malheureusement, je dirais, c'est pas dans l'air du temps que d'investir à 50 ans. On veut des choses. C'est tout de suite. Hein. On est dans la société du tout de suite. Il faut donner les moyens à nos producteurs de pouvoir planter dans de bonnes conditions à des coûts raisonnés, pour mettre en rapport l'investissement avec les revenus attendus, pour pouvoir motiver les gens à replanter. Donc le risque, c'est que d'une forêt qui a été replantée avec des aides de l'État à l'époque, aujourd'hui puisse effectivement ne plus être reboisée ou changer de vocation. Et c'est ce à quoi on lutte tous les jours, et notamment en développant beaucoup de recherche et développement pour diminuer les coûts de production, pour développer des techniques qui vont s'adapter aux nouveaux enjeux, et notamment de changement climatique, de modification climatique, qui impactent quand même pas mal les forestiers. En développement effectivement des techniques qui soient moins impactantes pour l'homme, puisque un de nos grosses difficultés aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à trouver de la main-d'œuvre pour travailler en forêt. Voilà, donc il faut quand même. Ça implique quoi? Ça implique de la mécanisation? Mécanisation, exactement. Il faut rendre plus attractif, hein, c'est ça? Exactement, tout à fait. Ça implique mais pas simplement de la mécanisation. Ça implique de la mécanisation, mais ça implique une réflexion agronomique ou forestière différente. C'est-à-dire que si on raisonne uniquement mécanisation, on va aller vers une forêt qui ne sera pas forcément acceptée par la société. Et la réflexion que l'on fait... C'est un deuxième problème dont on a beaucoup parlé ces temps-ci. Qui est tout à fait lié à la recherche et développement qu'on fait et à l'orientation que l'on donne. C'est-à-dire qu'on pourrait faire de la forêt en dessouchant tous les sols, en labourant et en mettant beaucoup d'intrants dans la forêt. Et toute notre recherche et développement est liée justement au fait d'utiliser les particularités du sol forestier, l'écosystème du sol forestier, la microfaune du sol forestier, de façon à faire en sorte que ce qui pourrait être vécu comme des obstacles deviennent des alliés dans la sylviculture qu'on va faire. C'est là-dessus que vous travaillez, c'est ce que vous recherchez à développer. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple très concret? L'éco-reboisement, qui est une technique que nous avons développée effectivement pour répondre à ces enjeux. Alors ces enjeux de coût et je dirais d'acceptabilité par la société. Aujourd'hui, on en a parlé ce matin, je dirais les gens qui habitent dans les villes sont très contents d'avoir des meubles en bois, des beaux bâtiments publics en bois, mais ne souffrent pas qu'un arbre s'abatte. Et notamment l'image de ce qu'on appelle nous les coupes de récolte, mais qui sont vécues, je dirais, par la société comme une atteinte à l'environnement quand on coupe beaucoup d'arbres. On essaye au travers de cette technique aussi de la faire mieux accepter, en ne créant pas par exemple des andins, en intégrant beaucoup mieux le paysage et aussi en incluant des modes de préparatoire assez complexes qui permettent aux plants de mieux se développer que par les techniques passées. Voilà. D'accord. L'idée c'est de mieux couper, de le faire accepter à la société qu'une forêt ça s'exploite. Exactement. Et après de trouver des solutions pour que ça pousse mieux en fait. Exactement, tout à fait. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en travaillant sur l'éco-reboisement, en fait, on avait une préoccupation économique et une préoccupation environnementale, mais ça nous a obligés à creuser, et on s'est rendu compte que en fait, ça nous permettait aussi d'avoir une très très bonne production. Voilà. C'est pas seulement, c'est aussi quelque chose qui économiquement a son intérêt. Exactement. Une petite conclusion chacun. 30 secondes. Qu'est-ce que vous voudriez faire passer comme message? Alors,
que le Douglas est vraiment un outil de développement économique très important. Aujourd'hui, on a besoin du Douglas pour faire vivre nos territoires ruraux dans le Massif central. Que le Douglas est un produit qui peut se différencier de ses principaux concurrents résineux, notamment bois blanc et PCA, puisqu'il a des capacités effectivement de qualité du ramen, on en a parlé, et de résistance mécanique, et qu'aujourd'hui, je dirais que dans le Douglas, on est capable de faire plein et de belles choses, et surtout de diversifier son utilisation. Et c'est vraiment une essence d'avenir sur laquelle il faut vraiment travailler. Diversifier, travailler. J'avais des menuisiers tout à l'heure qui cherchent des carrelets en Douglas. Exactement, oui. Alors, ma conclusion, ça va être presque à rôle inversé, c'est de dire que en matière de Douglas, on n'en est qu'au début, que ça vaut vraiment la peine d'investir en recherche et développement. Nous le faisons en matière de sylviculture, on vient de vous parler de la plantation, mais il y a d'autres recherches qu'on fait en matière d'élagage de bois pour répondre aux besoins des menuisiers, pour avoir du bois sans nœuds, du bois qui corresponde à leurs demandes, et qu'on n'en est vraiment qu'au début. C'est-à-dire que des années 70 aux années, en gros, 2000-2010, on a produit du Douglas en masse. On avait des financements qui nous permettaient, parce que les plantations étaient subventionnées. Et aujourd'hui, on est obligé, et c'est tant mieux, d'investir de l'intelligence. Et ça, on peut le faire que par la recherche et développement. Et c'est ce que nous faisons à CFDL. Investir de l'intelligence, je trouve que c'est pas mal pour finir. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de Batijournal TV. Je rappelle donc ce petit livre, ce petit ouvrage, Une chance pour la France et les sylviculteurs, le Douglas. Où est-ce que je peux le trouver ? Donc, sur Internet, donc la bibliothèque de référence au niveau forestier, qui est l'Institut pour le développement forestier du Centre national de la propriété forestière à Paris, mais c'est disponible sur Internet. Merci messieurs. Donc une émission à retrouver sur notre site Batijournal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous. Merci à vous. Merci monsieur.